Bon, maintenant, je prends ma position de modérateur. Et c'est une grande responsabilité pour parler de ce thème et conclure le forum Brésil-Afrique. Mais en même temps, de cette responsabilité, c'est un grand privilège, parce que je sais que ce thème qui sera présenté par des intervenants si dédiés qui ont déjà la maîtrise de ces sujets, ils vont nous aider à voir comment on peut résoudre tout ça. Parce que si on n'a pas de ressources, on ne peut pas bouger. Donc ici, on a Georges, Philippe, Lessa. Nous avons Albert et Jean-Marie qui vont nous donner les orientations, les sorties, les issues. Vous êtes d'accord, tous les 5? Voilà. Le thème que nous avons ici, c'est le rôle des banques, des institutions pour la promotion de l'agriculture moderne. Et là, je vais commencer par Georges. Georges, pendant longtemps, a été fonctionnaire de la Banque mondiale. C'est un professeur d'économie. Il a travaillé dans des banques multilatérales. Et je l'ai connu quand il faisait partie du gouvernement fédéral. Il avait un agenda avec la Banque interafricaine de développement. Mais même les banques brésiliennes, on va voir comment les ressources peuvent arriver à ceux qui en ont besoin. Marc nous a dit, il y a un livre de 400 pages, du coût de 40 000 $, et à la fin, les ressources n'arrivent pas là où il faut. Est-ce que vous pouvez le dire en 2 minutes? Avant tout, bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Ce thème, c'est peut-être le plus important. C'est très important d'avoir cette discussion. Ici, il y a un thème entre l'œuf et la poule, dans le sens suivant. Est-ce que c'est le financement qui viabilise l'agriculture ou c'est une bonne agriculture bien structurée, avec des projets bien faits, qui arrive à identifier, diminuer les risques et faire de l'économie fonctionner et qui vont attirer les ressources? C'est une bonne discussion. Mais ceci dit, cela exige des politiques publiques, des interventions. Il y a des zones de risque de plus en plus grandes dans l'agriculture mondiale. Ce n'est pas propre de l'Afrique ni du Brésil. On a le changement climatique, des défis croissants associés à de nouveaux genres de plaies et d'autres problèmes physiques. Mais évidemment, il faut penser à comment faire l'argent arriver dans une agriculture qui n'est pas professionnalisée. Le titre même, c'est agriculture moderne. Et là, on peut discuter qu'est-ce que c'est l'agriculture moderne. Mais si ça passe par une agriculture professionnalisée, de structures sophistiquées, de connaissances plus avancées et de l'accès aux technologies, au marché, c'est-à-dire tous ceux qui arrivent à faire de l'agriculture une activité rentable, et tout cela probablement doit venir avec ou attirer des ressources, des investisseurs, des fonds, etc. Tout cela est très difficile et peut-être plus difficile dans ce contexte. Et le rôle des banques, juste pour finir, en particulier les banques de développement, peut-être c'est parce que je trouve qu'ouvrir le robinet, c'est très difficile. Les banques ne peuvent pas perdre d'argent parce qu'ils n'ont pas cet argent. C'est l'argent des actionnaires. Donc un espace important pour les banques de développement, c'est d'aider à structurer des opérations, aider l'agriculture pour qu'elle ait accès aux meilleures technologies, travailler sur des fonds d'assurance, des garanties, et appuyer les politiques qui facilitent l'accès au crédit.
Il y a des choses qui viennent avant le crédit. Il faut arranger le chemin pour le crédit. Jean-Marie, la première fois que j'ai été en Afrique, j'ai eu une réunion, une autre réunion et d'autres réunions, et après 20 réunions pour savoir ce qu'ils voulaient apporter en fin de compte en termes d'investissement pour les commodities spécifiques. Donc, si je parle de Rwanda, d'où vous venez, qu'est-ce que vous pensez qu'il serait une chose magique, un mouvement afin de consolider cette possibilité d'apporter des réponses de manière rapide à ce qu'on a besoin. Bonjour à tous, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici pour vous apporter les perspectives du Rwanda et de l'Afrique. J'appartiens au centre financier Kegari. C'est un écosystème qui est construit au Rwanda dans un hub financier afin d'attirer des capitaux, afin de financer notre économie, mais aussi pour financer l'économie africaine de manière générale. Donc, je voudrais partager certaines statistiques avec vous. Peut-être on a déjà dit avant, l'Afrique a 6%, 60% des terres arables et on importe encore 4 milliards de dollars en produits alimentaires. Et au Rwanda, l'agriculture contribue avec 25% du PIB. Et les emplois sont autour de 65% de la population dans le secteur agricole. Et le secteur financier contribue avec 3%. Donc, il y a un écart de financement là. Et les institutions comme les KFC préparent ou améliorent, disons, l'environnement de manière à attirer du capital. On fait beaucoup de travail en termes d'activités libres, aussi des appuis fiscaux et non fiscaux. Nous sommes en train de préparer l'écosystème pour pouvoir accommoder recevoir le capital dont on a besoin. Il est très important d'avoir un environnement qui puisse attirer des capitaux. On a vu par le passé, on a parlé des centres financiers, on a vu déjà des fonds ou comment obtenir de l'argent pour investir sur d'autres continents. Mais on voit que les investissements ou les décideurs, ils sont en dehors du continent. Évidemment, je vais parler après. Merci beaucoup. Mais dans un événement, j'ai vu qu'il a commencé à aimer l'Afrique, même avant que je la montre. Et Philippe conseille des gens comme des investisseurs ou comme des gens qui animent le débat sur des meilleures possibilités d'investissement. Et donc, si vous devez donner un conseil à ce public, son conseil coûte cher, hein. Comment vous attirer un investisseur privé à aller à un endroit difficile? On a connu ici les défis, les difficultés vraiment. Mais du point de vue optimiste, et je sais que vous êtes optimiste, comment vous arrivez à conseiller ces investisseurs, les entreprises, pour que cela arrive au contexte africain? Dites au public brésilien aussi qui est là. D'abord, bonjour à tous. Je crois que Georges a fait un commentaire spécifique. D'abord, c'est l'œuf ou la poule?
on a un problème culturel. Donc l'investisseur, il cherche de la sécurité dans les investissements qu'il doit faire. Et quand il s'agit de l'agriculture, on a un problème culturel assez grand au Brésil et en Afrique, avec le même déficit culturel. On a un problème des garanties, de connaissances, de comment présenter un projet de professionnalisation, comme Georges a tellement dit. L'investisseur veut de la sécurité et le producteur ne sait pas comment avoir accès à ce produit. Donc, ce que je vais conseiller, d'abord, ce serait d'avoir, comme pour un projet que je vais lancer, une coopérative de crédit que je vais lancer pour l'agriculture familière, avec lequel je veux faciliter l'accès au pro-agro. Parce que l'investisseur privé, ce n'est pas facile pour lui de voir, ou peut-être il n'a pas la passion nécessaire pour comprendre la difficulté culturelle qui existe dans le secteur et la difficulté de construire un projet adéquat au secteur financier, qui est éloigné de ces réalités. Ce dont on a besoin, c'est un moyen terme pour que les gens arrivent à expliquer facilement à ces producteurs comment ils peuvent arriver à cette professionnalisation afin d'obtenir de bons résultats. Et avec cette approche culturelle, comprenant cette distance qui existe culturellement entre le capital privé et le producteur, cette distance va diminuer. Mais je ne crois pas, ou alors je crois beaucoup plus à l'action de l'État pour actuer sur ces déficits, parce qu'il y a une différence très grande à cause du manque de professionnalisation. Il y a une chose que j'aime bien citer, qui est liée à cela et qui est important dans ce moment de l'approximation, c'est la garantie. Alors, il y a un projet ici au Brésil pour faciliter un terrain de possession peut être donné comme garantie, parce que parfois, c'est même pas légalisé. C'est spécifique. La personne a la terre, ça lui appartient. Elle n'arrive pas, même pas à réglementer la possession de la terre pour donner cela en garantie, la terre en garantie. Il faut comprendre cette distance culturelle qu'il y a entre le petit agriculteur qui veut planter et vendre sa production et donner à manger à sa famille, ou le marché financier. Il y a une distance très grande entre les plus riches et les plus pauvres. Donc je pense que il faut une compréhension de cette distance culturelle. Les conseils, parfois, on les reçoit et on ne l'utilise pas. Et quand les conseils sont bons, on les utilise. Bon, alors on peut considérer qu'il y a une distance. Et j'ai l'habitude de dire aussi que ce qui est bon pour le Brésil ne peut pas être retiré d'ici et mis immédiatement en Afrique. Il faut vraiment comprendre les idiosyncrasies et les particularités de chaque changement. On ne peut pas répliquer ipsis literis tout ce qui est fait au Brésil, même dans un propre pays. Le sud et le nord d'un pays, l'Afrique australe est différente du Maghreb. Ce qui marche dans le sud du Brésil peut éventuellement marcher au nord, mais il faut prendre en considération ces questions culturelles. Vous êtes directeur d'une banque régionale. Nous venons de recevoir en première main une étude que la banque a faite et a financée pour identifier quelle est la taille et le potentiel de tous ces services de la région amazonique pour le contexte africain. Mais comment est-ce que cela se matérialise du point de vue d'aide que la banque peut donner, considérant les États couverts par la banque que vous dirigez? Comment cela peut être répliqué pour le continent africain? C'est une aide publique, d'une banque publique, et comment cela peut être une réalité? Pour que, effectivement, je reviens à la première question, comment est-ce que là, à la fin, l'agriculteur qui a besoin d'aide a accès, pour qu'il ait accès à ces aides? Bosco, cette question est
complexe, mais en 2 minutes. Bon, alors on va directement au point. Comme nous travaillons dans la Banque d'Amazonie, nous devons voir, nous avons des regards sur les producteurs, 3 regards. Alors le premier, on voit le petit et le micro-agriculteur. Ça ne sert à rien de donner que de l'argent à celui-là. Il faut que l'argent doit venir avec l'assistance technique. Et l'assistance technique se reflète depuis la durabilité de la production, de nouvelles techniques, la gestion, les techniques de production, le processus de l'aider à comprendre la chaîne de vente de son produit pour qu'il ait une plus grande rentabilité. Ici, le petit, il faut vraiment le prendre par la main et acheminer ensemble avec l'assistance technique. Un deuxième regard, c'est le milieu, le producteur moyen qui n'est pas petit, mais n'est pas suffisamment grand pour avoir accès aux meilleures conditions d'achat de produits ou les meilleures chaînes de logistique pour le stockage et distribution de ces produits. De la même façon, là, on prend aussi par la main, mais pas aussi fort, pas le basique de la production. Mais comment est-ce que je peux ajouter l'assistance technique, ce producteur, faire en sorte qu'il soit organisé et ensemble avec d'autres producteurs, il puisse avoir un plus grand volume et plus grand accès pour l'achat de produits et de la distribution et le stockage. Améliorer la production dans le partage de machines, d'équipements, etc. Et quand on parle du grand producteur, alors là, l'argent, c'est important, bien sûr, mais c'est à des coûts convenables. Mais il faut que le grand producteur aussi doit comprendre quelques nuances de la commercialisation à large échelle de sa production. Normalement, le producteur oublie certains détails, c'est-à-dire le stockage correct. J'ai vu ici dans la discussion que l'on perd des produits, mais le grand producteur, celui qui a plus de 4000 hectares, il doit investir dans des espaces de stockage propres, c'est-à-dire qu'il ne va pas dépenser dans la location, et il va améliorer la flexibilité de commercialisation. Il n'a pas besoin de retirer le produit de la ferme et envoyer directement au distributeur. Il y a tout ça que l'on fait. L'argent, c'est important, mais avec l'argent, nous avons besoin aussi de l'assistance technique d'après la taille du producteur, s'il est petit, s'il est moyen, s'il est grand. Et cette façon que l'on agit pour stimuler et faire en sorte que les champs génèrent des richesses et le développement de la région où nous travaillons. Nous allons retourner dans ce modèle. Peut-être que ce modèle pourra être répliqué dans un modèle africain, dans une banque africaine. Par exemple, nous avons ici un représentant d'une banque qui s'appelle la Banque du Brésil. La Banque du Brésil, c'est beau, c'est la banque qui appartient au Brésil. Elle n'appartient pas à un autre endroit et à un autre pays. Bon, alors, pourquoi est-ce que la Banque du Brésil ne reste que sur le Brésil et qu'au Brésil et pas en Afrique? Et j'ai une autre question ici. Moi, j'étais ailleurs une fois et on dit pourquoi est-ce qu'un entrepreneur brésilien dit pourquoi est-ce que la banque brésilienne ne finance pas des entreprises brésiliennes qui veulent aller en Afrique? Et là, je vais vous poser la question pour que vous posiez la question au président de la banque. Pourquoi est-ce que la Banque du Brésil ne finance pas les Brésiliens pour aller en Afrique? Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier l'invitation d'être ici pour la discussion d'une question aussi importante. Il faut avoir provoqué des réflexions plutôt que d'avoir des solutions prêtes. Et du Brésil et en Afrique, comme un tout, ça fait une année que je travaille dans les agrobusiness de la Banque du Brésil. C'est le plus grand financeur de l'agrobusiness au Brésil, plus 400 millions de reais nous avons disponibles, et j'ai déjà reçu 2 missions africaines pour échanger des idées
et comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut répliquer les modèles de la banque dans d'autres pays ou les modèles de notre financement du crédit rural dans d'autres pays. Même si après une autre décision stratégique, la banque va décider d'élargir son action à l'étranger. Nous avons une action dans d'autres pays dans le but de financer des entreprises brésiliennes qui agissent à l'étranger, mais pas une stratégie d'action, d'opération de détail à l'étranger. Donc nous pensons peut-être aider d'autres banques et d'autres pays à trouver des chemins qui puissent répliquer des modèles de succès à succès ou des raccourcis aussi. C'est une coïncidence aujourd'hui au Brésil. Nous complétons 60 ans de la loi qui a mis en place le système national de crédit rural au Brésil. Jusqu'au 5 novembre 1965, le crédit rural était un financement fait comme n'importe quel autre type de financement. Il n'y avait pas une politique publique de développement pour ce crédit rural. Donc aujourd'hui, quand on voit notre agriculture, le succès que l'agriculture du Brésil est en termes mondiaux, je pense que c'est un chemin rapide. On pense que c'est un chemin rapide. Quand on essaie de trouver des réponses, nous avons l'occasion de raccourcir ces 6 décennies d'apprentissage pour que l'on puisse faire cela en d'autres locaux, comme par exemple l'Afrique. Le Brésil était un pays de subsistance qui importait de l'aliments jusqu'aux années 60. Maintenant, c'est l'un des plus grands exportateurs du monde. C'est la référence du monde. Et ça, c'était grâce à la construction d'une politique publique solide avec beaucoup d'enjeux auxquels on a dû faire face. Beaucoup de choses à faire au Brésil. Mais les politiques publiques avec des partenariats d'initiatives privées, une bonne exécution du système financier, je pense que c'est vraiment le chemin pour pouvoir développer l'agriculture dans le monde entier. Les décisions, nous avons une action dans plusieurs sociétés qui sont en Afrique. Notre but, c'est le cible, c'est le financement de ces sociétés pour les aider dans le développement et qui travaillent en Afrique d'une certaine façon. Et les décisions d'expansion à l'étranger sont des décisions qui ont lieu constamment au sein de la banque, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne savent pas, Les est un collègue et il a travaillé pendant beaucoup de temps à la banque. Cette question d'internationalisation de la banque, elles sont pendulaires. À des moments, la banque se tourne vers le marché domestique et puis après, elle a une idée d'expansion et d'externalisation. Maintenant, la cible est liée dans le marché domestique actuellement. Quand je parle de l'agrobusiness, c'est un marché de 1,2 trillion de reais par an. Donc ça, c'est en dehors du système financier. C'est fait par d'autres modalités de financement, par la chaîne de supplément. Donc nous avons un grand enjeu et là d'avancer dans le propre pays et surtout le microcrédit. Nous avons de grands enjeux. Là, c'est dans la région d'Amazonie. Nous avons un grand défi pour faire en sorte de fournir ce microcrédit. C'est un succès pour une grande partie du Brésil et donc c'est le moment vécu actuellement par la Banque du Brésil. Bon, après, je reviens avec une autre question. Après, je voudrais vous poser la question, Philippe. Est-ce que vous avez une action au Brésil pour l'achat de grains, de commodities? Et cela peut être présenté dans le contexte africain. Comment une banque brésilienne, votre banque, va parler avec une banque africaine? Vous avez parlé de la question de la sécurité. Comment est-ce qu'on va avoir la réponse? Comment est-ce que toi, Brésilien, producteur, va vendre ton produit au moyen d'un broker? Et comment est-ce que les banques peuvent parler? Comment est-ce que vous avez des conseils, des réponses? Bon. Quand on parle d'opération internationale, on doit avoir sécurité politique de tout cela. Donc, nous devons comprendre le scénario politique de l'autre pays, comment se connecter au système international de paiement, toutes ces questions. Je pense que cela a tendance à être plus facile au fil des années
parce que le change le système traditionnel avec ces stablecoins qui ont lieu. Donc, je pense que ça, c'est le futur même. Et je pense que ça pourrait être la grande solution pour le marché africain. Nous qui sommes un pays en voie de développement avec un autre pays en voie de développement. Parce qu'aujourd'hui, on doit demander s'il te plaît au marché américain ou un autre chemin pour faire n'importe quelle transaction financière. Donc, on a un juge, entre guillemets, qui prend une décision si l'on peut ou si on ne peut pas, même s'il a l'intérêt des deux côtés. Donc, nous avons cette barrière nord-américaine qui est la plus grande barrière. Si le pays africain est connecté à un système et travaille, et il a une note acceptable par les Américains, même pas par nous, mais par les Américains, alors là, il ne va pas y avoir de problème. Ce sont des cultures semblables, ce sont des terres semblables. Et je pense que le Brésil a beaucoup de choses pour coopérer avec le Brésil et l'Afrique pour le Brésil. Je crois que c'est une voie à sens double, parce que je pense que l'Afrique va passer par cette question par laquelle le Brésil passe, notre évolution les dernières années de notre agriculture. Donc je pense qu'aujourd'hui, notre grand problème, c'est qu'il y a un être plus grand, suprême, entre guillemets, qui décide si l'on peut ou si l'on ne peut pas. Mais je pense qu'avec l'évolution de la technologie, on aura tendance à faciliter avec la professionnalisation d'autres secteurs, y compris l'Afrique. Marie, je reviens vers vous. Si le gouvernement il a une décision et il veut améliorer et élargir le partage avec d'autres pays, directement avec Rwanda. Rwanda veut faire des affaires avec le Brésil. Vous avez tout ça, vous avez des investisseurs, des agriculteurs qui veulent investir en Rwanda. Du point de vue des avantages, qu'est-ce que vous pouvez offrir à cette audience? Merci beaucoup. J'aime le point que le collègue a parlé sur la connexion directe sud-sud et ne pas demander s'il te plaît aux Américains. Je vois vraiment ça avec de bons yeux et je pense qu'il y a beaucoup de travail en termes de régulation avec les monnaie stable. Donc, si on peut se connecter directement sans utiliser la solution des États-Unis, ce serait très bien. Mais pour ta question, Rwanda est prête pour recevoir des investissements. Il y a beaucoup d'opportunités en termes d'agriculture, en termes d'infrastructure, l'agribusiness. Et ce qu'on a fait, c'est être sûr que nous avons créé un environnement stable. Donc, on veut être sûr que le processus s'organise et afin que les compagnies peuvent commencer leurs opérations, qui est l'un des plus calmes du continent actuellement. Nous sommes entraînés aussi pour donner des aides à la production et la manufacture. Par exemple, si tu veux faire un agriculteur et tu cherches à aider le marché domestique et ne pas élargir dans le continent, je dirais que nous avons des aides très attractives que nous pouvons pourvoir. Nous avons déjà quelques investisseurs qui viennent du Brésil. Nous sommes ici cette semaine et nous avons eu des rencontres déjà. Et l'un des investisseurs va ouvrir ses cabinets à Rwanda et va commencer ses opérations. Cela a déjà lieu. C'est déjà quelque chose que nous voulons faire et qu'il y a déjà. Mais ce que l'on peut faire, c'est vraiment de garantir et être sûr et donner de confort et la tranquillité que ton investissement sera sain et sauf. Alors, le Rwanda est numéro 1 en termes
d'état des lois, de lois bien marquées étatiques. Et je sais qu'il y a une image négative qui est projetée quand on est en dehors du continent à cause de l'histoire de Rwanda, mais actuellement, je veux vous assurer que nous avons beaucoup travaillé les dernières décennies. Comme vous l'avez dit, vos investissements seront sains et saufs. Vous allez trouver un environnement en Rwanda, l'un des meilleurs gouvernements pro-business du continent, pour être sûr que ton investissement est bien. Et nous sommes très contents aussi. Nous avons fait le passé récent. Nous cherchons des investissements. Nous venons pas seulement attirer et faciliter la venue de personnes au Brésil qui viennent investir au Rwanda, mais nous sommes prêts aussi à utiliser nos investisseurs institutionnels à co-investir aussi. C'est une façon de diminuer le risque dans les investissements. Et Georges, tu as aussi utilisé le chapeau de la BNDES. Je me souviens, c'est la Banque de développement social. J'étais en Afrique du Sud, j'ai reçu l'information de quelqu'un qui m'a dit « Est-ce que tu savais que la BNDES a fermé ses portes ici en Afrique du Sud ?» Je dis non, non seulement ici, mais aussi à Asunción et à Londres aussi. C'est-à-dire la Banque de développement du Brésil a fermé les 3 cabinets, les 3 bureaux qu'il avait. Alors, je voudrais attirer l'attention de cela, mais comment est-ce qu'une banque de développement brésilien ferme ses portes à l'étranger? Comment est-ce que l'investisseur brésilien qui veut des investissements, qui a besoin d'investissements, peut avoir la sécurité d'une politique nationale, d'une politique publique orientée vers pour stimuler, faire en sorte que les entreprises nationales aillent à l'étranger? Avec la fermeture des portes de BNDES à l'étranger, comment est-ce que l'investisseur, l'entrepreneur peut se sentir encouragé à aller à l'étranger? Est-ce que ça fait un sens? Bon, donc, la raison principale du BNDES s'internationaliser à cette époque. Donc, le bureau principal, c'était celui de Londres et celui d'Afrique du Sud, d'Assomption. Ils avaient un caractère d'affaires, mais un peu politique. Celui de Londres, il devrait capter des ressources, non conduire des ressources. C'était une institution qui avait sa vie propre et qui devrait identifier des affaires pour faire venir du capital étranger au Brésil. C'était ça la perspective. Mais vous avez touché un point important, c'est la peu de présence des banques brésiliennes à l'étranger, même le BNDES et la Banque du Brésil. On avait cette présence, mais c'était limité. Et ça inhibait les entreprises brésiliennes à s'internationaliser. Parce que l'existence de la banque aidait beaucoup. Vous voyez la présence des banques brésiliennes, même la Banque du Brésil au Japon et aussi aux États-Unis, même si ce n'était pas un cible corporatif aux États-Unis, mais on se sent plus familiarisé avec la présence de ces banques à l'étranger. Mais enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Mais non, l'intéressant, c'est votre réponse, elle est très bien. Jean-Marie a parlé au départ qu'il allait utiliser le mot écosystème, parce qu'il paraît qu'on a utilisé beaucoup ces mots, surtout maintenant avec la COP et les changements climatiques. Quel est l'écosystème favorable que nous devons avoir? Quelle équation favorable pour que l'agriculture moderne et ses concepts, parfois il est un peu flou, et on ne comprend pas très bien ce qui est moderne, ce qui est dépassé, mais quel serait le modèle d'écosystème favorable pour que là où on ne produit pas une quantité suffisante pour soi-même, mais aussi pour la production à une échelle d'exportation? Quel est l'écosystème favorable
Selon votre expérience, comme Albert a dénoncé, votre expérience de la Banque du Brésil, mais maintenant avec la Banque de développement. Bien, c'est un peu complexe, à nouveau, je dis, mais selon le contexte que la banque où agit la Banque de l'Amazonie, si on regarde les trois couches, on va observer les petits producteurs, celui de subsistance, disons. Le grand défi pour cette couche, c'est de faire que les ressources lui arrivent. Parce que si on observe la région de l'Amazonie, ça c'est un continent. Et il y a des défis logistiques très compliqués. Donc, on a dans cette couche le meilleur chemin, c'est ce qu'on indique toujours, c'est qu'il faut observer les cultures traditionnelles comme la saï, le manioc, et comment on utilise la bioéconomie avec l'agriculture de subsistance pour qu'on arrive à ajouter de la valeur, parce que ça ne sert à rien de financer un champ de manioc s'il ne va pas apporter de la subsistance à tout cet écosystème. Il faut introduire d'autres cultures qui puissent engendrer des revenus à ces producteurs pendant toute l'année. Ça, c'est une notion importante pour savoir comment on doit traiter ces groupements. Quand on observe les deux autres, les moyens et grands producteurs, c'est un peu différent. Là, il faut créer un environnement où, en plus du crédit adéquat, il faut créer les moyens d'infrastructure pour que cette agriculture se développe et évolue au-delà des grains. Il faut toujours penser à une possibilité de la manufacture, de l'agro-industrie. Résumons. Pour le premier groupement, la première couche, comment on introduit d'autres cultures au-delà de celle de subsistance pour que les familles aient une recette pendant toute l'année. Et là, on arrive à encourager le développement. Et quand on regarde aux petits et moyens, aux grands et aux moyens producteurs, il faut avoir un environnement où l'on pense à faire le prochain pas. Quelle est la structure pour donner l'écoulement et le financement pour faire l'industrialisation de ce qui est produit localement. Voilà, j'allais vous demander justement, allez, je voudrais parler un peu de cet écosystème afin d'avoir une agriculture développée. Et observant aujourd'hui, après 60 ans, ça peut paraître facile, mais d'abord, il faut avoir une stratégie de nation et comprendre que l'agriculture, c'est un avantage compétitif du pays. On voit la difficulté dans d'autres secteurs de l'industrie et l'agriculture qui devient de plus en plus important au Brésil. Mais si on regarde un peu avant même de penser au crédit, parce que si on applique le crédit n'importe comment, il ne sera pas tellement favorable parfois. On peut perdre de l'argent et avoir des dettes. Mais d'abord, il faut faire beaucoup de recherche. Je suis un fan du travail de l'Embrapa et d'autres entreprises de recherche au Brésil. Si vous visitez une ferme de l'Embrapa, vous voyez cette recherche d'amélioration, de perfectionnement, de productivité. Et ça, c'est un avantage. C'est l'un des grands facteurs du succès de l'agriculture brésilienne. Et là, c'est facile que la banque financie, parce qu'elle sait, il aura une certaine garantie. Évidemment, il y a des imprévus, mais le taux de succès aujourd'hui, c'est beaucoup plus élevé après toute cette recherche. Un autre point qui est un différentiel important pour le Brésil, c'est la quantité d'écoles techniques
Et après, des universités des sciences agricoles, agraires, pendant les années 70, toutes les familles avaient, une famille d'agriculteurs avait un jeune qui étudiait dans une école agricole, qui sortait de cette école avec une certaine connaissance. Il avait une connaissance de l'échelle technique de la science. Et ils sont partis dans tout le Brésil pour rompre des frontières agricoles et en transformant notre map de création de richesse au Brésil. Et avec ça, des politiques publiques. Une situation juridique qui ont été perfectionnées pour donner plus de confort au crédit. Quelqu'un a commenté ici que le Proagre, c'est un genre d'assurance agricole pour l'agriculture familière. Parce que ce qui va casser les producteurs ruraux, c'est le manque de sécurité du crédit. Et s'il n'arrive pas à la récolte, il va se rompre, la chaîne va se rompre. Donc on a cette assistance aux petits, aux moyens et aux grands producteurs. Et même pour l'acquisition d'aliments, on a des crédits. Parce qu'une partie de ce qui est offert dans nos écoles comme alimentation a été planté par les producteurs ruraux et c'est l'État qui achète une partie de cette production. Les taux d'intérêt différenciés pour l'agriculture familière, parce que plus il est petit, plus de subventions il aura et avec moins d'intérêt. Et même la question foncière, il y a beaucoup de ce qu'on a aujourd'hui comme régularité dans cette situation de l'agriculture familière, elle est provenante des politiques publiques. Aujourd'hui, il y a une inscription, une matriculation, donc ils peuvent planter avec certaines sécurités. Et avec ça, la concession du crédit rural dans les conditions qu'il est exigé, demandé par ce crédit. Parce que le crédit rural, il est différent, ce n'est pas n'importe quel crédit. Il faut qu'il ait une connexion avec ce qu'il est fait, avec le chronogramme, le temps de ce qui est planté et est récolté. Ben, c'est très résumé parce qu'il faudrait tout un cours pour cela. Mais c'est cette conjonction de recherche, école, financement et politique publique qui donne cette condition. Ce modèle que vous nous présentez, il est simple mais très compliqué en même temps, parce que ce n'est pas facile de le comprendre quand on n'est pas du secteur. Vous êtes un spécialiste et vous comprenez très bien, mais si vous l'expliquez à un débutant, aujourd'hui je veux commencer à planter et être un agriculteur, pour comprendre tout cela, ça demande du temps. Moi-même, j'ai du mal. Et la connaissance qu'on veut passer à ceux qui sont de l'autre côté, il faut lui donner le temps d'apprentissage aussi. Ce n'est pas aussi simple de transporter cette réponse. Le Brésil est un pays inégal. Il y a beaucoup de Brésil différents. Ce qui se passe au Paraná, dans le sud, c'est différent de ce qui se passe dans le nord, au Acre. Ce n'est pas une critique, c'est une constatation. Donc, pour avoir une politique nationale, ce n'est pas simple, à cause de l'inégalité du pays. Dans le contexte africain, quand on reçoit les missions de différents endroits, la volonté des pays d'en profiter et de faire ces crédits viables, elle est très grande, mais ça nous incombe, comme agence de soft power, de savoir comment transformer cet actif que nous avons avec ces messages de ce qu'il faut faire là-bas. Il faut toujours respecter l'individualité de chaque contexte, qui sont différents. L'expérience brésilienne, avec elle, il faut comprendre ce qui est applicable, ce qui est valable. Ce que j'allais présenter avant, c'est les attentes des missions quand elles arrivent ici et ce qu'elles veulent comprendre, le modèle brésilien. Philippe a parlé d'une expérience qu'il veut lancer. C'est laquelle? En fait, c'est une coopérative qu'on va travailler avec le Proagro pour passer ces connaissances
aux personnes pour avoir accès au capital. Donc ces coopératives sont un modèle important. Ça c'est bien et ça peut montrer des réponses là où les petits, et la coopérative est importante pour les plus petits, pour qu'ils puissent parler au gérant d'une banque, mais la coopérative peut le faire plus facilement. Georges, d'ici peu, sera à Belém pour participer à la COP 30. C'est un événement important pour le monde. Et il y a un aspect que je voudrais vous demander. C'est à propos de ce moment où l'on parle de résilience climatique, de justice climatique, où le monde n'est plus le même. On parle des situations où il y a des catastrophes, des inondations, des sécheresses. Aujourd'hui, tout cela semble plus aigu, plus intense. Et le message que vous présentez à la COP, pas spécifiquement sur ce sujet, mais je voudrais vous attirer l'attention parce que vous connaissez ces sujets et vous aimez en parler. Le moment que nous vivons avec ces difficultés, il paraît plus difficile que l'agriculture soit intense et qu'elle trouve des résultats plus positifs. Comment il faut envisager ces changements climatiques et la difficulté naturelle d'être résilient, et surtout quand il manque de financement. Voilà, vous voyez, le changement climatique, elle est arrivée pour rester. Elle va s'empirer. C'est un message apocalyptique? Non. Bon, je vais y arriver. Il y a ces problèmes doivent augmenter, mais le problème, c'est comment il faut travailler avec ces conditions. Il n'y a pas beaucoup à inventer. On a au moins deux chemins connus. D'un côté, avoir beaucoup de technologies. Il faudra développer des technologies qui apportent plus de résilience. Il y a beaucoup de choses déjà acheminées. L'INGAP même travaille sur ce point. Il y a un développement dans plusieurs endroits du monde et c'est un élément fondamental. Et une autre chose, c'est d'observer avec plus d'attention l'agriculture régénérative. Il y a des évidences qui montrent qu'elle apporte plus de résilience aux changements climatiques extrêmes. Et donc, il faudra travailler sur de nouveaux modèles d'affaires, des nouveaux modèles. Les mêmes modèles ne vont plus marcher. C'est déjà passé, dépassé. Et il y a un point fondamental en connexion avec ce que vous dites. L'un des plus grands défis que nous avons devant nous, c'est la question de la sécurité alimentaire, qui a été beaucoup discutée, très discutée ici. Mais peut-être elle est plus grande de ce qu'on imagine, parce que les traits hydriques s'intensifient sur les zones plus grandes du monde. Aux États-Unis, par exemple, où l'eau, c'est de plus en plus rare. On arrive à la fin, les réserves souterraines. Et quand on pense à l'Afrique, ici, j'ai beaucoup écouté que l'Afrique doit essayer de remplacer les importations. C'est l'impression que j'ai qu'il manque un peu d'ambition. S'il est vrai que l'Afrique a 65% inexplorable pour l'expansion de l'agriculture et qu'elle est ouverte aux affaires, pourquoi ne pas penser que l'Afrique devienne un grand exportateur d'aliments? Pourquoi pas? Évidemment, cela passe à un degré de professionnalisation qui n'est pas présent encore aujourd'hui. On parle de l'agriculture du Brésil, etc. Mais cette agriculture qui fait tout ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est une agriculture de grande échelle. Là, ça nous parlait des trois couches de l'agriculture. Et si on pense davantage, il y en aura d'autres. Celle qui sert le marché extérieur, le marché intérieur, quelle est sa dimension, son accès au crédit. Il y a beaucoup de découpages différents. Mais le fait, c'est que l'Afrique, si on a un thème d'insécurité alimentaire très grave, une image de fin du monde,
Et je trouve que ce serait raisonnable. Peut-être l'Afrique doit changer son modèle d'affaires et de modèle de pensée l'agriculture. Il y a la question foncière, la question des petits producteurs, la question de la culture, de la manière de voir la terre en Afrique, c'est différent de ce qu'on pratique ici aux États-Unis. Ce n'est pas une critique simplement, c'est que l'Afrique a un rôle potentiel à être exercé. Et finalement, il y a de nouveaux agendas qu'il faut mettre sur cette carte de l'Afrique. Et je parle entre autres de la production des biocarburants. Il y a une tension entre food et fuel. La Banque mondiale a travaillé là-dessus, mais il y a d'autres agendas ou de nouvelles frontières d'affaires qui sont liées à ce futur, au futur. C'est une autre manière de voir, de travailler sur la subsistance et regarder les secteurs agricoles connectés au futur qui va engendrer une rente locale, des emplois locaux, de recettes extra et des espaces de ressources en plantant d'autres choses, y compris l'adaptation au changement climatique. Quand on parle de futur, il faut comprendre que le futur, c'est demain, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et quand on a une réponse pour la sécurité alimentaire, c'est ça le problème. Il faut produire des aliments maintenant. Et le problème, ce n'est pas l'aliment. Il y a beaucoup d'aliments, même du gâchis. Et les supermarchés jettent à la poubelle tous les jours des aliments qui sont... Aujourd'hui, j'ai vu une entreprise qui achète des aliments qui sont déjà périmés, ou vont périmer dans une semaine. Mais ils achètent avec une différence grande, parce que les rayons ne font pas de charité le jour et le jour, et ils vendent à ceux qui veulent acheter à un moindre prix. Donc le futur, c'est aujourd'hui. Oui. Nous arrivons à la fin de notre colloque pour respecter le temps aussi de mes participants ici, mais je voulais vous donner l'opportunité d'or que vous avez ici à ce moment, 12h30 environ du 5 novembre 2025. Une minute que vous, chacun de vous a donné la recette pour que les ressources de financement vont arriver pour ceux qui ont besoin. Celui qui veut produire, celui qui est au niveau plus élevé que l'ESA mentionnait, peut-être qu'il ne veut même pas rencontrer l'ESA, il ne veut même pas aller là parce qu'il a beaucoup de ressources pour lui et à disposition, il y a d'autres agents. Mais pour ceux qui en ont besoin, on voit le deuxième et le... J'ai bien aimé cette stratification, c'est-à-dire le petit et le moyen agricole. Hein? Le petit qui est très anxieux par parler à la banque et celui du moyen. C'est bon pour le Brésil aussi. Alors, une minute. Je vais commencer avec vous, Jean-Marie. Une minute. Le discours de l'ascenseur. Merci beaucoup. Je pense que... Bien sûr, quand on pense l'investissement d'Afrique, l'Afrique a des opportunités et Rwanda est prête à être votre porte d'entrée de l'Afrique. Nous avons un environnement qui est plus calme et nous avons toute cette question de être en conformité avec les règles financières. Donc je pense que ce standard est très important pour les investisseurs brésiliens et étrangers. Nous sommes engagés envers le gouvernement et pour être sûr que votre investissement sera portera des bons fruits de façon sûre. Et vous allez certainement reprendre vos investissements
avoir un retour de vos investissements de façon très simple. Merci beaucoup. Allez. Georges, 1 minute. Bon, Jean, les banques, c'est pas la charité, hein. Les banques, c'est les banques, hein. C'est simple. Alors, comment que ça fonctionne? S'il y a quelque chose que l'on peut dire qui va faciliter l'accès aux ressources, c'est voir l'agriculture comme un business structuré, ancré dans la haute technologie, professionnalisé, capital humain, la question rurale qui est bien foncière, qui est bien résolue, sinon ça ne marchera pas. Mais je pense qu'il y a une recette qui peut être transposée du Brésil vers l'Afrique. Je crois qu'il y a 3 choses qui peuvent être transportées. L'un, c'est la cible sur la technologie. Je pense que Alberto a parlé de ça. Le deuxième, c'est d'avoir le capital humain qualifié. Et le troisième, la bonne infrastructure. Le reste, ce sont des choses qui sont locales, les politiques publiques locales, la réalité foncière locale. Mais je pense que, bon, peut-être une recette. Oui, ça aide, oui. Je pense que c'est une bonne idée. Vous avez pris note? Alberto, à vous, 1 minute. On peut compléter une bonne assistance technique. On parle de crédit agro depuis le plus petit jusque le grand, quelqu'un qui techniquement aide à faire ses comptes de projet et comprendre qu'à la fin, cela se paye. Donc, savoir le bon moment de chaque culture. Aujourd'hui, aucun client à nous n'opère sans assistance technique. Nous avons une assistance technique qui sont accréditées auprès de la banque. Nous avons plus de 5000 au niveau des meubles, de 5000 techniciens accrédités. Ce ne sont pas des travailleurs de la banque, mais qui donnent l'assistance au producteur, le désir du producteur de permettre de réaliser de façon technique cette volonté. On peut croiser les techniciens et voir la faisabilité de ces projets. Et la sécurité juridique, je pense que Georges a bien dit, la banque, c'est pas une philanthropie, nous ne sommes pas associés de l'affaire, la banque est mon associé. Non, 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 la banque n'est pas associée parce que quand on donne de l'argent, le résultat est de celui qui a investi. La banque, c'est un donneur de crédit, alors il attend les réponses et les retours dans les délais qui ont été accordés, et voilà. Alors demain, on va voir dans les journaux, la première page, Alberto a dit que la banque, c'est pas un associé. La banque, c'est un donneur de crédit. Mais c'est ça, la banque, c'est pas Mère Teresa de Calcutta, c'est il cherche un retour. Philippe, à vous, 1 minute. La meilleure solution, c'est politique publique. Il y a une lacune entre le capital qu'il existe. Il y a beaucoup de capital pour être investi dans l'agrobusiness. Mais il y a cette lacune, cette difficulté culturelle qui existe pour avoir accès à cela. La solution, c'est la politique publique, comme l'a dit Alberto. Quelques exemples que nous avons ici de politique publique. Et si on résout cela avec des politiques publiques, je pense que le complément de cela est une autre solution que le Brésil vraiment excelle, qui est le coopérativisme. Parce que la grande difficulté que le capital a quand il veut accéder ces petits producteurs, alors on a une transformation de dialogue très difficile. Quand on apporte la coopérative vers le dialogue, on centralise. Alors on peut faciliter au moyen de l'union des personnes pour l'acquisition de technologies d'information, les négociations de prix, etc. Si on prend la politique publique et le coopérativisme, c'est la solution idéale. Laisse à 1 minute. Mais ils ont donné toutes les recettes. Là, je dois retirer du chapeau là une recette. Bon, je crois que c'est un sens en commun que la recette c'est la même. On a besoin de politiques publiques correctes pour que les différents acteurs
puissent participer. Quand on parle des petits, la politique publique doit prévoir non seulement des taux avec des aides, mais aussi l'assistance technique avec des aides aussi. Pour les grands, nous avons besoin d'infrastructures et des conditions juridiques correctes pour que l'argent aille et revienne à la banque. Sinon, ça ne marche pas. La banque, elle ne sera pas contente. Et en dernier, je dirais, pour les petits et pour les moyens, je pense que Robini a dit une chose intéressante. Il ne suffit pas d'assistance technique, parce que l'assistance technique, elle va améliorer la qualité de production, mais qu'est-ce qu'il va faire avec la production? Donc, on a besoin d'apporter, avoir une politique, de faire en sorte que ce petit entre dans la chaîne la plus élevée. Et pour cela, on a besoin du coopérativisme. On peut associer les volumes et ces volumes pourront entrer dans une chaîne de production. Et là, le petit va sortir de la subsistance et entre effectivement dans le cycle qui mouvemente l'agrobusiness, l'agro-industrie. C'est une bonne recette. Jean-Marie, Georges, Alberto, Philippe, Louis. Quand je suis arrivée ici, je pensais que je savais tout, moi. On a l'impression que le modérateur, il sait tout. Non, mais je sais que je ne savais rien. Après tous ces cours que nous avons reçus ici, nous sommes certains que nous avons quelques recettes, quelques perspectives, mais il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de choses devant nous. Et la beauté d'une session comme celle-là et d'autres que nous avons eues dans le Forum Brésil-Afrique, c'est que les expériences partagées, les expériences différentes, de plusieurs couleurs, différentes couleurs, peut aider. La solidarité, c'est très important de le mettre sur la table. On n'a pas parlé de ça, mais je pense que les recettes que nous avons reçues ici, au final, les belles recettes, puissent servir d'inspiration pour d'autres conversations dans le futur. Je voudrais vous demander d'applaudir chaleureusement cette session. Merci beaucoup de cette occasion.